Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous commentons ensemble l'actualité avec aujourd'hui Arnaud Benedetti. Bonjour, professeur à la Sorbonne. Bonjour. Vous êtes spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et vous avez publié Le progrès est-il dangereux aux éditions Humain Science. Pascal Bataille, bonjour, producteur, bonjour, animateur, chef d'entreprise. Pierre Jouvet, porte-parole du PS, bonjour également. Bonjour. Et Patrick Mignon, ancien commandant de bord, membre du PCD. Ah, vous faites très commandant de bord avec vos écouteurs, votre casque sur les oreilles. Ceux qui peuvent nous voir sur le site sudradio.fr ainsi que sur YouTube. Alors, parlons évidemment de ce premier jour de déconfinement, une journée réussie, des Français vigilants ou au contraire qui se relâchent. Dites-nous ce que vous avez ressenti chez vous, parce que c'est vrai, je le disais tout à l'heure, que les images qui ont tourné en boucle sur les chaînes d'infos ont contribué à faire croire, en tout cas à Paris, qu'il y avait des attroupements. Alors il y en a eu certes, mais est-ce que dans l'ensemble ça s'est bien passé? Jour J pour le retour à l'école, est-il vraiment plus dangereux de rester chez soi, comme l'a dit le ministre de l'Éducation? On en parle et puis on parlera également d'économie. Est-ce qu'il va falloir retravailler plus pour relancer l'économie? Commençons par un petit tour de table avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Pascal Bataille, commençons avec vous. Alors, au-delà des thèmes que vous venez d'évoquer, Valérie, moi je voulais... c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt un coup de cœur, en tout cas un coup de soutien au mouvement déclenché par une grande partie des acteurs de la culture. Et quand je parle des acteurs de la culture, je parle justement pas des comédiens, ceux qui ont été pris en compte par Emmanuel Macron la semaine dernière. Je parle de tous ceux qui ont été oubliés et qui se sont rappelés un petit peu à l'oreille de notre président et du ministre de la Culture hier, un collectif qui regroupe des producteurs, des attachés de presse, des régisseurs, des directeurs de production, tous ceux qui ne bénéficient pas du statut d'intermittent et qui, malgré tout, souffrent énormément de cette crise. Il faut savoir que ça concerne à peu près 1 300 000 personnes et que ces personnes-là, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas le droit au statut d'intermittent. Ce sont des travailleurs indépendants, ce sont des chefs d'entreprise de TPE, etc. Ils n'ont pas été, pour l'instant, pris en compte par les aides décidées par le gouvernement pour aider le secteur de la culture qui est, on le sait, comme d'autres, évidemment, mais très en crise et très touché par le coronavirus. Et donc, voilà, je voulais soutenir et relayer cet appel de ce collectif qui regroupe, encore une fois, beaucoup de ces gens qui font au quotidien la culture. On pourra y rester, on pourra y revenir en parlant d'économie, parce qu'on a aussi le sentiment que l'argent magique est un peu là et que il va falloir donner un petit peu à tout le monde. Mais on y reviendra dans les conséquences économiques. Patrick Mignon, coup de cœur? Ça ne vous ressemble pas? Oui, un coup de cœur. C'est vrai. D'habitude, je suis plutôt un râleur. Vous verrez, c'est quand même en demi-teinte. Oui, c'est pour l'Australie qui a décidé hier ou ce matin, je l'ai vu dans le New York Times, de prendre la tête des pays qui vont demander des comptes à la Chine, parce que un de mes amis me faisait remarquer hier soir que il y avait eu une émission de télé-réalité, je pense que ça vous parlera, à Colmar, qui avait été faite pour, je crois, un restaurant. Il y avait eu une pub et une émission de télé-réalité qui s'était tournée là-bas et qui est très connue en Chine. Également une pub pour un téléphone. À tel point qu'en fait, à Colmar, c'est l'émission que j'avais vue moi en France, les Chinois venaient défiler et se prendre en photo dans ce restaurant. Alors, il se trouve que c'est aussi à Colmar qu'il y a eu des cas de pneumonie un peu bizarres bien avant le début de la pandémie, c'est-à-dire au mois de décembre. Donc tout ça pose des questions et moi je trouve que l'ambassade d'Australie, enfin l'Australie a tout à fait raison de prendre la tête de ça. Quand on voit les réactions de Pékin via ces ambassades, je pense que Valérie, comme nos interlocuteurs, comme nos auditeurs ont vu les tweets de l'ambassade de Chine en France qui étaient extrêmement agressifs à l'égard de toute personne qui se permettait de critiquer la Chine. Ça a cessé sur demande du pouvoir central, mais enfin bref, voilà. Donc moi, je suis vraiment très content que tout ça soit vu par des instances internationales et éventuellement des pays qui demandent des comptes à Pékin.
parce que tout est possible en fait. Hein. Je vais terminer sur un petit trait d'humour. Aussi bien depuis l'hypothèse des manipulations génétiques sur le virus dont a parlé le professeur Montagnier, il semblerait que ça tombe un peu à l'eau, mais en passant aussi par la recherche honnête d'un vaccin que les Chinois voulaient faire avec une fuite du virus ou de leurs travaux, jusqu'à une chauve-souris chevauchant son pangolin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je fais référence à Jean-Marie Bigard qui dit qu'on a une chance sur 10 millions de voir la dite chauve-souris sonner à votre porte. Pas de bol, elle a sonné à la porte. Donc voilà, il faut effectivement soutenir l'Australie là-dedans et demander des comptes à Pékin. Bon, bah écoutez, on verra si d'autres pays suivent. Arnaud Benedetti. Alors écoutez, moi c'est plutôt un coup de cœur, enfin en tout cas c'est le constat que le Conseil constitutionnel a fait son travail en examinant le projet de loi relatif à l'urgence sanitaire qui a été promulgué d'ailleurs un peu tardivement. En l'occurrence, il a censuré partiellement 2 dispositions et c'est extrêmement important parce que dans un moment où finalement au nom de l'urgence sanitaire qui est tout à fait légitime, on confine aussi les libertés publiques, il est important que on ait un organe indépendant qui vienne rappeler un certain nombre de bons principes qui sont des principes démocratiques. Il a censuré deux dispositions, une concernant le traçage notamment en excipant bien évidemment le principe du respect de la vie privée où il a limité in fine le nombre d'organismes qui ont à savoir quelque chose sur ces données médicales et en refusant par exemple que les organismes d'accompagnement sociaux comme par exemple les CCAS puissent disposer de ces données. Ça c'est un premier point et il a censuré une autre mesure concernant la quarantaine et l'isolement considérant que ces mesures étaient privatives de liberté et qu'elles n'étaient pas accompagnées, si vous voulez, de garanties quant aux obligations qui peuvent être imposées aux personnes. Et il a demandé qu'il y ait un contrôle de ces mesures par un juge des libertés. Donc c'est important, je crois, parce que ça signifie quand même que le Conseil constitutionnel non seulement joue son rôle, mais rappelle un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ne doivent pas être d'une certaine manière liquidés sous prétexte d'un état d'urgence sanitaire qui est certes indispensable, mais qui doit être profondément contrôlé par le juge constitutionnel. Oui, on en a parlé un petit peu avant, mais c'est important. Donc ça veut dire que la loi était mal faite oui, alors ça arrive, si vous voulez, ce n'est pas la première fois qu'un texte est censuré par le Conseil constitutionnel. C'est finalement quelque part le constat que les institutions fonctionnent plutôt bien. Le Parlement vote, les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel finalement produit une décision au regard du respect ou non de la constitutionnalité. Peut-être on peut expliquer, disons, par une certaine forme de précipitation ces quelques aspérités, ce qui peut être compréhensible quand même dans le contexte que l'on traverse. Pierre Jouvet. Moi, je voudrais commencer et revenir sur les écoles, mais pas sur le regard qu'on va avoir dans notre débat tout à l'heure, plutôt sur la façon dont certains maires ont d'ores et déjà annoncé dans leur commune aux habitants qu'ils ne réouvriraient pas les écoles jusqu'au mois de septembre. Et je trouve ça totalement regrettable. Je pense que par enjeu politicien, une centaine de maires, grosso modo, c'est ceux qui ont fait les annonces, une centaine de maires en France font un peu de la politique politicienne sur le dos des familles. Je m'explique en 2 mots. On peut regretter la décision qui a été prise par le gouvernement de réouvrir les écoles. Mais à partir du moment où la réouverture des écoles se fait, va se faire, les maires, et j'en suis, font partie de ceux qui doivent organiser les conditions d'accueil pour les familles. Et on a un certain nombre de communes en France où les maires vont laisser les familles sans solution jusqu'en septembre, créant ainsi non seulement de l'inéquité entre certains élèves, on l'a vu sur les ruptures de continuité pédagogique, mais surtout vont mettre un grand nombre de familles en grande difficulté parce qu'on a l'activité économique qui nécessairement reprend, avec des familles qui n'ont pas de solution de garde pour leurs enfants et qui se retrouvent coincées parce que des maires ont décidé de faire de la politique politicienne contre le gouvernement. Et je trouve que c'est dommage. On a eu, et c'est compliqué, moi je l'ai fait dans ma commune, beaucoup de mesures sanitaires à appliquer. Moi, les écoles réouvrent progressivement.
j'étais pas spécialement favorable à une réouverture avant les vacances d'été, mais à partir du moment où elle est décidée et où on est dans un cadre national, je pense que chaque maire devrait s'imposer et essayer de trouver des solutions pour y arriver. Et je ne parle pas, attention, des maires qui n'arrivent pas pour l'instant à trouver. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a aussi parfois des maires qui ont du mal à s'organiser. Il y en a certains parce que les locaux peuvent être parfois trop petits, parce qu'il manque de personnel. Mais on voit bien que ceux-là sont, y compris dans des toutes petites communes, hein, moi je le vois autour de chez moi, vont arriver au fur et à mesure à ouvrir les écoles d'ici une semaine, d'ici 10 jours, peut-être d'ici 15 jours. Mais ceux qui ont pris une décision ferme de dire on laissera les écoles fermées jusqu'en septembre, me paraît être une mauvaise idée et mettre les familles dans des grandes difficultés pour les semaines qui viennent. Bon, bah écoutez, on va en reparler. On va parler de cette réouverture. Moi, j'avais un coup de gueule. C'est Kenneth Ross. Alors, c'est un des directeurs exécutifs de la célèbre et très utile association Human Rights Watch, qui œuvre donc pour les droits de l'homme dans le monde. Et hier, il a tweeté est-ce que l'islamophobie peut être encore plus transparente? La France, le gouvernement français demande des masques, mais interdit toujours la burqa. Donc, je ne sais pas si ce monsieur est atteint de démence sénile, si en plus je trouve que c'est totalement déplacé, que c'est complètement absurde qu'une association comme celle-là, qui encore une fois fait beaucoup de choses positives, se permette des choses comme celle-là. Et à rappeler quand même que Ken Ross, qui est donc si enclin, et je lis un tweet que j'ai vu hier sur internet, si enclin à dénoncer l'islamophobie de la France et interdit à de pauvres bigotes de porter la burqa, a été pincé il y a 2 mois pour avoir accepté un versement saoudien de plus de 400 000 $ en contrepartie duquel il consentait à s'abstenir des droits LGBT en Arabie Saoudite. Voilà. Mais de quoi se mêle-t-il, ce monsieur? Ça m'a énervé. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Non, mais c'est révélateur d'une vision anglo-saxonne qui est beaucoup plus communautariste que la nôtre. Et d'ailleurs, je crois que le New York Times, a fait un papier un peu sur la même thématique il y a 24 heures. En effet, c'est un peu deux poids, deux mesures, et le rapport avec la situation que nous vivons me semble particulièrement éloigné des questions d'islamophobie, en l'occurrence. Voilà. Aucun rapport, effectivement. Voilà. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Comment avez-vous vécu ce premier jour de déconfinement? C'est bien, on a quelqu'un qui est dans le sud-ouest, Pascal Bataille, on a Pierre Jouvet qui est dans la Drôme, je ne sais pas où vous êtes, Patrick Mignon, mais en tout cas, et puis on aura Christine Bouillot qui est notre fidèle correspondante à Toulouse, qui nous racontera comment ça s'est passé, parce qu'effectivement, il n'y a pas que Paris, et c'est vrai que les chaînes d'infos, encore une fois, ont tendance à nous montrer que des images de Paris. Voilà, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on parle donc de cette première journée de levée du confinement, une journée réussie, les Français vigilants ou au contraire un relâchement. Dites-nous ce que vous avez observé. 0826 300 300. On va peut-être commencer avec Christine Bouillot à Toulouse. Christine, comment ça s'est passé à Toulouse? Bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, à Toulouse, on était sous un déluge toute la journée d'hier, donc c'était des confinements avec parapluie obligatoire, donc ça facilite la distance entre les gens dans la rue, je dirais. Donc ça a été beaucoup plus simple. Il s'est mis à faire très froid. Il y a eu, on va dire, 2 moments. Hier matin, une mise en route très calme, très en rythme classique d'un retour à la vie normale. Et puis hier après-midi, effectivement, beaucoup de curieux, de gens qui se baladaient, avec déjà du monde, notamment devant les magasins et notamment les grandes enseignes vestimentaires. Pas de bousculade dans les centres commerciaux, on n'a pas connu ça, mais il y avait du monde. Voilà, moi je trouve avec des distances respectées. Avec il n'y a pas eu de retour d'endroits où les gens se sont agglutinés, resserrés, de fêtes sauvages. Mais je vous dis, la météo n'incitait pas à la sortie. Il aurait fait 25 degrés comme 48 heures plus tôt. Peut-être que sur les bords de Garonne, on aurait eu du monde hier soir avec les mêmes problématiques qu'on a pu voir du côté de Paris. Donc ça, c'est une chose. On a eu aussi la première manifestation
post-confinement. Elle a été organisée devant le CHU de Toulouse, à l'appel des soignants, à l'appel du syndicat CGT Sud Solidaire, des deux syndicats, pour réclamer des moyens et pas repartir comme avant. Il y avait entre 200 personnes à 600 personnes en fonction des sites. Voilà, là il y avait un petit peu moins de respect de distance sociale, mais tout le monde était masqué. Donc c'est un peu la carte postale de la reprise toulousaine avec, voilà, on a retrouvé les bouchons, on a retrouvé la circulation et les commerces qui s'ouvrent petit à petit. Et puis l'autre étape, c'était ce matin avec la réouverture des écoles. Voilà, un tiers des écoles sont réouvertes à Toulouse. Un tiers des écoles, avec, on l'a entendu tout à l'heure dans la première heure, une complexité sur la mise en place, et on va en reparler. Fatima qui nous expliquait que responsable de cantine, ça lui paraissait, avec seulement 50 élèves, insurmontable à assumer. Mais on y reviendra. Merci Christine Bouillot. Petit tour de France. Pierre Jouvet, ça s'est passé comment chez vous? Alors vous êtes dans la Drôme. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Bien. Plutôt bien, effectivement, on a vu la circulation redémarrer fortement, les gens sortir. Mais comme à Toulouse, il a fait un tel mauvais temps hier que je pense que ça a évité trop d'attroupements. Après, moi, ce que j'ai constaté encore ce matin sur le terrain, les gens sont très respectueux de la distanciation physique, des gestes barrières. Je vais aller visiter des commerces cet après-midi qui ont réouvert dans ma ville, pour voir un petit peu comment les choses se passent. Là, je viens de recevoir à l'instant, pendant votre émission, un texto d'une queue, d'une foule de voitures considérable de gens qui font la queue pour aller au drive du McDo. Je trouve ça toujours assez hallucinant, qui est en train de faire un bouchon absolument incroyable. Mais voilà, au-delà de ça, de ce que j'ai observé, moi, pour l'instant, pas de difficulté particulière, et je crois que les gens sont bien conscients que chacun a intérêt à jouer sa partition et à respecter les règles s'il veut éviter d'être reconfiné à moyen terme. Oui, Pascal Bataille. Nous, comme Pierre Jouvet, on était hier vert sur la carte du gouvernement, mais rouge, voilà, rouge sur la carte de la météo, donc un temps pourri. On a remarqué aussi, évidemment, quelques files d'attente un peu longues devant certains magasins à Bordeaux, paraît-il. J'ai vu quelques images de cela, mais il faut tenir compte du fait qu'avec la distanciation sociale, que les gens respectent, et je suis tout à fait d'accord avec Pierre Jouvet sur ce constat. Je pense que globalement, les Français se montrent très responsables. Évidemment, quand on est à 1m50 ou 2 mètres les uns des autres, eh bien, une file d'attente de 20 personnes devient tout d'un coup un truc un peu ahurissant. Donc, il faut se méfier des images. Je pense qu'il faut faire confiance aux Français. Je pense qu'il faut arrêter de nous traiter comme des enfants. Là, j'avais l'impression hier, en écoutant certaines chaînes d'infos, que l'on ne nommera pas, qu'on était à la fin de la journée de l'école et qu'on regardait si les Français avaient été sages, s'ils s'étaient bien comportés, etc. Faisons-nous un peu confiance. Il y aura toujours des inconvenants, des irrespectueux, mais je pense que sans la confiance, rien ne fonctionnera. Oui. Oui, alors, c'est vrai qu'on nous a parlé des queues au Pertus. C'est Bruno qui nous dit ça, et on a eu c'est un correspondant de France 3 qui nous disait qu'effectivement il y a eu des queues insensées dans les Pyrénées pour aller acheter du tabac, des embouteillages pour aller chercher des cigarettes parce qu'elles sont moins chères évidemment là-bas. C'est vrai qu'il y a eu ces queues. On en a parlé lundi et on nous signale, Jeff Corésien nous dit devant une poste ce matin, la queue d'attente, une folie. Votre sentiment, Patrick Mignon? Écoutez, oui, je partage ce qui a été dit. Moi, je suis dans l'Essonne, donc en sud de région parisienne. J'ai la chance d'habiter une maison, donc le confinement m'a pas trop perturbé. J'avais de l'espace avec mon épouse, on était plutôt bien lotis. En allant à Paris, c'est sûr qu'on a été surpris de voir qu'il y avait peu de circulation quand même. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à des bouchons gigantesques puisque les transports en commun manifestement posent des problèmes. Et en fait, il n'y en avait pas trop apparemment. Mon épouse est allée, elle m'a dit que ça avait bien circulé. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut, comme le dit Pascal Bataille, il faut faire confiance aux gens. Moi, je vois même un avantage à ces règles de distanciation sociale. S'il y a des manifestations, j'ai entendu qu'il y en avait eu à Toulouse à la sortie de l'hôpital pour faire, eh bien, on va peut-être pouvoir enfin compter les manifestants de manière plus honnête et plus précise. Ça permettra aux différentes personnes chargées de ça d'arrêter de nous donner des chiffres tous invraisemblables. Voilà, moi je pense qu'effectivement, il faut faire confiance. J'ai été un peu choqué quand même par les gens qui
au bord du canal Saint-Martin, sur Auxerre, etc. Ils sont jeunes, le confinement les a beaucoup gênés. En appartement à Paris, je le conçois tout à fait. Sauf que c'est pas forcément eux qu'ils vont menacer, c'est plutôt les personnes âgées de leur famille, c'est plutôt des gens fragiles dans leur entourage. Et ça serait bien que les gens y pensent un peu. Maintenant, de là à infantiliser systématiquement les Français, comme je l'ai vu faire depuis maintenant 2 mois et demi, c'est vrai que c'est un peu pesant. Arnaud Benedetti, ce discours-là qu'on entend, arrêtons d'infantiliser les Français, c'est plus à ce moment-là l'aspect communication que je voudrais entendre avec vous sur la communication du gouvernement justement sur le déconfinement. Alors, je crois qu'on a tout dit sur cette communication depuis maintenant plusieurs semaines. Si vous voulez, ça a été une communication avec des injonctions paradoxales, mais c'est une communication qui finalement traduisait la faiblesse de la capacité de réaction de l'État qui n'a pas pu faire face avec réactivité à la crise que nous traversons. Donc c'est une communication qui visait d'une certaine manière à la fois à dissimuler d'une certaine manière les manques de moyens, parce que la question des moyens reste encore extrêmement prégnante dans le débat sur le déconfinement. On se pose des questions quand même sur le stock de tests, sur le stock de masques. Donc on a le sentiment que parce qu'ils n'arrivaient pas à protéger comme il se doit, et c'est une mission essentielle de l'État, de protéger ses populations, l'exécutif ont surajouté dans un discours d'injonction, en effet, d'infantilisation. Vous savez, cette fameuse gouvernance des conduites dont on parle, c'est-à-dire que quand l'État ne parvient pas à assumer ses missions, il tient un discours qui est un discours qui vise à dire aux Françaises et aux Français, ben voilà comment vous devez vous comporter. Je pense que ça a été très contre-productif, ce qui explique que d'ailleurs en France, nous sommes le pays où la défiance vis-à-vis aujourd'hui de l'exécutif est la plus forte, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays qui subissent la crise avec la même violence que nous. Et en effet, cette communication a été certainement une communication qui traduisait encore une fois le déficit d'action publique. Il aurait vraisemblablement fallu communiquer autrement, mais maintenant c'est peut-être un peu tard. C'est un peu tard, mais sauf que ça continue encore, et on va le voir dans un instant, entre Sibeth Ndiaye qui nous dit que l'OMS a demandé de commencer les tests en avril alors que c'était en mars, ou encore cette injonction sur le retour à l'école, enfin sur le fait de retourner à l'école, ou cette phrase plutôt étonnante du ministre de l'Éducation qui nous dit les enfants sont plus en sécurité à l'école que chez eux, phrase qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Oui, en effet. Si vous voulez, ça fait partie encore du registre non maîtrisé, si je puis dire, de la communication de l'exécutif depuis le début de cette crise, avec des propos qui ne cessent de se contredire et qui ne tissent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, une relation de confiance entre l'opinion publique et l'exécutif. Le vrai problème, c'est que si vous voulez, il y a un principe qui est connu en matière de communication, c'est ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous engagez dans une voie qui constitue une impasse, vous avez énormément de difficultés à en sortir. Or, le meilleur moyen d'en sortir, c'est à un moment donné de reconnaître les erreurs qu'on a pu commettre. Et l'exécutif refusant de reconnaître ces erreurs, donne le sentiment, in fine, de continuer à dissimuler et à masquer par sa communication les contradictions de son action. Ouais. Alors on a un auditeur en ligne avec nous, Yves, qui nous appelle de Paris. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, mon opinion est très simple. C'est qu'après 24 heures de déconfinement, je pense qu'on n'a vraiment pas de recul sur la réalité de ce que ça suppose, et qu'on verra bien en fin de semaine ou début de semaine prochaine, en fonction des nouveaux cas avérés ou pas, sur si ce déconfinement a été ou pas un succès, ou de quelle manière il aurait pu être un succès ou pas, et que pour l'instant j'entends plutôt de la com
avec toujours la même rhétorique, hein, c'est-à-dire faire de la pédagogie, dire aux Français de se comporter correctement, de faire attention, de bien montrer que c'est eux qui sont à la fois l'alpha et l'oméga de la réussite de ce déconfinement. Et puis voilà. Et pendant ce temps-là, j'entends qu'on a 1 million de verbalisations sur les amendes. On est le seul pays européen à avoir autant verbalisé. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas la finalité de cette verbalisation à outrance. Je ne vois pas quel rapport il y a avec la santé publique. Je ne vois pas où est parti l'argent qui a été collecté. Enfin, je veux dire, c'est pour moi le vrai sujet, il est là, quoi. Enfin, c'est pas le reste du verbe. Je vois pas l'intérêt, à part pour les journaux et certains médias en boucle, avec leur cortège d'experts, d'éditorialistes, venir nous balancer des informations qui n'en sont pas, en fait. Sauf à nous rappeler. Voilà. Oui, qu'il faut faire attention. Merci beaucoup Yves de votre intervention et on se retrouve dans un instant et on va parler du retour à l'école, difficile retour à l'école. Et votre intervention, Pierre Jouvet, avait fait réagir. Certains disent que les mères qui n'ouvrent pas ont bien raison de ne pas le faire. Voilà. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on va parler de la reprise, de la rouverture des écoles. Juste signaler, on en a parlé hier et c'est notre auditeur Xavier Armango, qui était journaliste à France 3, qui nous l'avait signalé, cette ruée au Pertus. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Les automobilistes sont invités à faire demi-tour. Ce matin, à 10h, il y avait 1 millier de personnes qui attendaient pour acheter du tabac, engorgement de l'artère principale. Et donc, les gendarmes sont là pour il y a 2 kilomètres de bouchons qui auraient été relevés. Donc, visiblement, l'appel du tabac a été, on l'avait évoqué encore une fois hier, plus important. Petite anecdote. Donc retour à l'école, jour J pour le retour dans les écoles primaires sur la base du volontariat, un redémarrage progressif qui suscite des craintes et puis une mesure qui est assez impopulaire, il faut bien le dire. Je ne sais pas qui veut commencer sur le sujet. Peut-être vous, Pierre Jouvet, justement, puisque ça a suscité des réactions en disant que non, le conseil scientifique avait dit qu'il ne fallait pas rouvrir. On nous a confinés en disant qu'il fallait que les enfants n'aillent plus à l'école. Et 2 mois après, en gros 50 jours après, on nous dit qu'au contraire, il faut que les enfants aillent à l'école. Là, en termes, et on le verra peut-être avec Arnaud Benedetti de Com, on a du mal à comprendre. Ah mais tout à fait, on est sur un sujet qui est incompréhensible. C'est-à-dire que la première décision qui est prise, c'est de fermer les écoles, puis les crèches, avant de passer à un déconfinement général de la population. Et puis la première décision qui est prise avant déconfinement général de la population, c'est de réouvrir les écoles, et où on dit d'abord dans un premier temps qu'il faudra retourner à l'école parce que c'est pour rattraper les décrocheurs scolaires, puis après que l'école, et ça c'est une rupture dans le contrat social de notre pays, reste facultative, donc on laisse les gens finalement seuls face à leurs décisions, et puis on a un ministre qui après hier explique que c'est plus dangereux de rester à la maison que d'aller à l'école. Donc tout ça fait un flou où les gens sont totalement perdus, sont en stress, et donc la réalité elle est simple, c'est que ce matin dans les écoles, qu'est-ce qui se passe? Il y a très peu de gamins qui y vont, très peu de gamins sont de retour à l'école, et ceux qui sont de retour à l'école sont pour la grande majorité ceux qui ne sont pas les décrocheurs, puisque les décrocheurs, et on l'a bien vu depuis le départ dans cette crise, ce sont les populations les plus fragiles qui sont les plus anxieuses vis-à-vis du virus et donc qui gardent les gamins à la maison. Donc on se retrouve dans un système où tout est incompréhensible dans la façon dont ça a été fait, dont ça a été communiqué. Mais moi, ma position, et c'est ce que je disais ce matin, et j'entends que au début de votre émission, j'entends que ça fasse réagir. À partir du moment où on explique qu'il faut retourner à l'école, qu'il faut réouvrir les écoles, avec tous les gestes de sécurité qu'on a pris, on a désinfecté les écoles, moi j'ai rajouté du personnel supplémentaire dans les écoles, ce matin je suis allé à l'ouverture de l'école, on prend la température aux gamins pour voir qu'ils n'aient pas de température, on leur demande de se laver les mains avant de rentrer dans la salle de classe, on a espacé les bureaux d'1,50 m, on a fourni des masques aux enfants, même si on sait que fournir des masques aux enfants c'est compliqué. Mettre les parents devant le fait accompli et ne pas leur donner de solution jusqu'en septembre va créer des soucis et des problèmes supplémentaires. Parce que la réalité, j'en termine là d'un mot, c'est pourquoi on réouvre les écoles. On réouvre les écoles pour que les parents retournent bosser. Pourquoi est-ce qu'on réouvre les écoles maternelles et primaires et pas les collèges et les lycées?
C'est ça qu'on n'a pas assumé devant les Français. Si le gouvernement avait eu une politique claire, il aurait dit voilà, ça fait 2 mois qu'on a mis le pays à l'arrêt, il faut que l'activité économique reprenne, et pour que l'activité économique reprenne, il faut que les gamins retournent à l'école. Comme il n'assume pas ça, il laisse un flou qui fait que les gens sont inquiets, et donc ça va créer du bordel dans le pays. Ouais. Arnaud Benedetti. Oui, je partage totalement ce qui vient d'être dit. Si vous voulez, c'est que en fait, on n'est pas transparent sur le mobile de ce retour à l'école qu'on maquille sous un impératif pédagogique, mais qui en réalité repose sur une nécessité économique. Encore une fois, ça montre que l'on ne veut pas parler aux Françaises et aux Français comme des citoyens, mais que on s'exprime vis-à-vis d'eux comme s'ils étaient des enfants à qui il faut cacher la vérité pour ne pas les traumatiser. Ensuite, en effet, il y a une vraie contradiction entre le fait que les premières mesures de confinement ont touché d'abord les écoles et que les premières mesures de déconfinement vont toucher ensuite les écoles. On voit bien que là, il y a une contradiction dans l'action publique qui est difficilement compréhensible pour l'opinion, dont je rappelle que 2/3 des parents ont annoncé, ont exprimé en tout cas leur crainte dans un sondage récent de voir leurs enfants retourner à l'école. Et puis il y a aussi, parce qu'il faut qu'on se compare avec nos voisins européens, on voit bien que un grand nombre de nos voisins européens, et notamment les Italiens, ont décidé, eux, de reporter ce retour à l'école au mois de septembre. Donc il y a là en tout cas un faisceau qui rend extrêmement difficile l'acceptation de cette mesure par l'opinion publique. On n'a pas rassuré les parents, on n'a pas rassuré les élus également quand même, qui certes doivent appliquer les mesures que leur impose l'État, mais on peut comprendre qu'un certain nombre d'élus se sentent un peu aussi désemparés, je pense aux maires de petites communes notamment, face à une mesure qui est extrêmement difficile quand même, faut-il le rappeler, à mettre en œuvre. Le process qui a été envoyé aux maires fait, je crois, 63 ou 64 pages, donc 64 pages, vous voyez. Voilà, donc c'est quand même très compliqué. Oui, donc alors, petit tour de table, Patrick Mignon. Je partage exactement ce qui a été dit à la fois par Pierre Jouvet et Arnaud Benedetti. Moi, je pense que toute la com du gouvernement depuis le début de cette crise est basée sur le mensonge et la dissimulation. Dissimulation de leurs incompétences, de leurs manques ou des manques dans lesquels ils ont trouvé la France dû au gouvernement précédent. Que ce soit sur les masques ou sur les tests, on l'a tous vu maintenant. Sur l'école, le prétexte de décrocheurs pour redémarrer les enfants en premier, c'est faux. Évidemment, comme le dit Arnaud Benedetti, c'est pour permettre aux parents de retravailler. De la même manière que dans le confinement, puisque vous avez noté l'incohérence, je pense qu'on a confiné les écoles parce que c'était un moyen physique, puisque les enfants allaient être confinés, de bloquer les parents et de faire admettre aux parents qu'ils devaient effectivement cesser d'aller au travail. Donc c'est de la manipulation malsaine, et ça c'est catastrophique. C'est catastrophique, pourquoi? Parce que la confiance des gens s'évanouit, mais alors totalement. C'est pour ça aussi que les administrés ont beaucoup plus confiance maintenant dans leurs maires, ces maires dont on a vu le mépris dans la bouche de M. Macron fut un temps et de son gouvernement. Aujourd'hui, les gens sont très proches du lieu de pouvoir central qu'est la mairie, et c'est une bonne chose. Voilà, moi, au global, c'est la confiance totalement évaporée dans tout ce qui peut nous être dit. Les amendes, il y a un auditeur qui demandait pourquoi les amendes avaient été aussi importantes. Mais très simplement parce que c'est à la fois un moyen de faire rentrer de l'argent, encore que je ne sais pas si c'est vraiment très très important, mais surtout, ça donne l'impression qu'on agit. Quand vous voyez que des gens dans votre famille vous disent « Ah, j'ai pris une prune, oh, il m'est arrivé ça, etc. » D'une certaine manière, sur le côté négatif, les gens ont l'impression que l'État agit. En réalité, c'est vraiment de l'esbrouf. Moi, franchement, cette crise aura montré la faiblesse et la volonté manipulatrice. Je parle pas de ma tête de turc habituelle qui est Sibeth Ndiaye, dont on a vu les mensonges à l'écran. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Pascal Bataille.
Oui, je vais pas faire long parce que je souscris totalement à ce qu'ont dit Patrick, Pierre et Arnaud à l'instant. Sibeth qui non seulement nous ment, mais maintenant elle le fait en fumant sa cigarette dans son bureau. Au vu de tout le monde, ça devient totalement aberrant. Qu'elle était filmée, alors on l'a suffisamment taclée ici. Oui, moi, je fais partie des gens qui disent. On l'a pas vu au Pertus. Filmer ou pas, je pense que c'est interdit de fumer dans les bureaux dans la France entière. Et il me semble que la porte-parole du gouvernement devrait être la première à respecter cette consigne, y compris quand elle ne sait pas qu'elle est filmée. Mais bon, cette parenthèse mise à part, parce que ce n'est qu'une petite goutte d'eau dans cet océan de stupidité, de mensonges, effectivement, et de dissimulation auquel on assiste depuis cette crise. Voilà, moi, ça montre à nouveau ce que j'ai déjà dit à ce micro, Valérie, c'est-à-dire le manque de courage politique de ce gouvernement. Voilà. C'est un manque de courage, c'est-à-dire que ils se font dessus, pardonnez-moi l'expression, mais c'est trivial, mais c'est tellement malheureusement flagrant. Depuis le début de cette crise, ils sont incapables d'adopter une ligne, alors que la doctrine puisse évoluer en fonction de l'évolution des connaissances et des découvertes sur le virus. Je veux bien, néanmoins, être à ce point-là dans la contradiction du jour au lendemain, être à ce point-là dans le manque de vision, dans le manque de stratégie, c'est criminel. Et il faudra quand même un jour rendre des comptes de tout cela. Juste un point, pour une fois n'est pas coutume, je vais me faire l'avocat de Sibeth Ndiaye. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Bon, je comprends très bien que sa communication est bien évidemment extrêmement imparfaite, c'est le moins qu'on puisse penser et dire, mais la réalité c'est que si vous voulez, elle est au cœur des contradictions à la fois de l'exécutif qui a quand même qui porte une responsabilité depuis l'amont, c'est-à-dire depuis le mois de janvier dans la prise en compte de cette crise, de la sous-estimation notamment de cette crise. Ce n'est pas Madame Ndiaye qui a annoncé que le virus resterait certainement limité à la Chine en mois de janvier, c'était la ministre de la Santé, faut-il encore le rappeler, et elle est aussi victime d'une certaine manière de l'inconséquence d'un certain nombre d'administrations centrales qui n'ont pas préparé comme il aurait fallu le faire cette crise. Donc c'est vrai que son rôle est pour le moins difficile en l'occurrence, même si je partage bien évidemment les jugements qui ont été portés sur la façon dont elle a communiqué. Mais en l'occurrence, elle est plus une victime d'une désorganisation de l'État et d'un exécutif hésitant que véritablement la responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est Pierre Jouvet. Je crois que surtout ce que ça aura montré aussi, et ça touche un peu tout ce qu'on se dit là les uns et les autres, c'est qu'en fait, plus qu'une désorganisation de l'État central, c'est une défaillance généralisée de notre État central. Oui. Je pense qu'on a vu à travers cette crise que l'État centralisé en prise de décision dans des grosses administrations centrales avec des hauts fonctionnaires très compétents, mais pas en prise directe avec le terrain, était totalement, déconnecté de la réalité et des enjeux de très nombreux territoires, de très nombreuses métropoles françaises, premièrement. Deuxièmement, que l'État central n'avait pas la capacité d'agilité suffisante pour gérer au plus près de ses populations une crise sanitaire d'aussi grande ampleur. Et je pense que c'est pour ça que la communication s'est embourbée sur la question des masques, sur la question des tests, et sur la question des tests, parce qu'on est en plein dedans. Pourquoi elle s'embourbe de la même manière? Parce qu'en fait, l'État central, que ce soit le ministère de la Santé ou que ce soit Santé publique France, n'arrive pas à avoir suffisamment de retours par ces agences régionales de santé des tests qui sont effectués par les laboratoires privés. C'est-à-dire que entre le test qui est effectué dans mon laboratoire privé à Saint-Vallier et le moment où ça remonte à l'ARS à Lyon, et au moment où l'ARS à Lyon le remonte ensuite au ministère de la Santé, mais il s'est passé 4 jours et on est dans un truc qui est totalement défaillant. Et je vais vous donner un autre exemple que personne ne pointe, mais moi qui me surprend tous les week-ends. Est-ce que vous n'avez pas observé que tous les week-ends, on a moins de morts qui sont annoncés du coronavirus? Complètement. Mais c'est rattrapé le lundi. Et c'est rattrapé le lundi. Donc en fait, vous avez 70 morts le dimanche et le lundi, vous en avez 340. Et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé lundi? Mais rien. Il s'est juste passé que samedi et dimanche, il n'y a pas eu de retour de l'Agence régionale de santé au ministère de la Santé et que donc on ne peut pas communiquer. Et donc vous avez un État central qui veut faire croire qu'il est encore très puissant et très fort, qui communique au nom de tous, mais qui n'a plus la prise avec le terrain. Et donc ça échoue.
Non, mais il est très fort. L'État, là où il y a des organisations, en fait, il y a des organisations peut-être dans l'excès d'organisation d'État. C'est que vous avez tout un ensemble de structures qui se sont superposées, qu'on a sédimentées depuis des années et des années, et qui finalement souffrent d'une absence de coordination et qui empêchent aussi cette agilité. Et la vérité, c'est ce qui aujourd'hui apparaît au grand jour, c'est qu'on a eu un État, vous le dites avec justesse, qui a manqué de vélocité, et ce qui est quand même très intéressant et c'est un des principaux enseignements, je crois, de cette crise, c'est qu'on a vu que finalement, face à la lourdeur de cet État central, ce sont les collectivités locales, les régions, les mairies qui ont essayé autant que faire se peut de pallier à ces dysfonctionnements. Oui. Donc on a un retour du local aujourd'hui qui est extrêmement intéressant à suivre. Mais est-ce que ça va alors, Pascal Bataille? Oui, en un mot, cette machine est grippée, on vient de le dire, et on pourrait en donner de nombreux exemples, et que l'une des solutions, certainement, effectivement, consiste à repasser par l'échelon local. Pierre Jouvet en parlait tout à l'heure, l'importance des maires. Il faut souligner le travail extraordinaire qu'ont fait les maires pendant cette crise, dans leur immense majorité. Pierre Jouvet signalait quelques récalcitrants, mais ils ont fait un travail de terrain pour la plupart absolument extraordinaire. Ils ont été présents, ils ont été réactifs. Pour autant qu'on leur laissait un petit peu de latitude, la tendance est plutôt à leur en laisser à nouveau au préfet et au maire. Et je pense que c'est effectivement l'une des pistes de solution. Mais j'entends bien, moi, ce que vous dites tous les trois, même tous les quatre, c'est que oui, c'est la technique, oui, c'est l'État central, oui, ce sont les administrations, mais encore une fois, aussi puissante soit-elle, aussi structurée, aussi lourde, peu importe, vous ne m'en ferez pas perdre de vue le fait qu'il manque une direction politique à tout ça. Oui. Parce que si on est dans la contestation, si on est dans la critique de la technique ou du manque de moyens, c'est le fait que les infos remontent pas le week-end, il pourrait y avoir une appli avec des ordinateurs, le fameux travail détaché, le fameux travail à distance peut être fait. Mais il manque carrément une organisation politique, une direction politique de tout ça. Et du coup, effectivement, c'est pas le rôle des administrateurs ou des directeurs d'administration centrale de prendre ce genre de décision et de coordonner le total. Hein. Mais Patrick Mignon, rappelons-nous qu'il y a encore quelques semaines de ça, le président de la République lui-même disait à ses ministres et à ses parlementaires « Soyez fiers d'être des amateurs ». Ben là, les Français, ils ont vu ce que c'était des amateurs. Hein. Ils l'ont vu. Ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'est juste un point. Ce qui est important, me semble-t-il, de souligner, c'est que c'est l'administration qui a imposé sa propre temporalité à la gestion de cette crise. Alors qu'il lui fallu que ce soit le politique qui impose sa temporalité, notamment en matière de réactivité. Je prends toujours cet exemple qui est quand même un exemple, à mon sens, tout à fait significatif de ce que nous venons de vivre. Il a fallu 1 mois et demi pour que l'on puisse produire au journal officiel un décret permettant aux pharmacies de livrer, de vendre des masques, ce qui en dit long quand même sur la lourdeur du fonctionnement de la machine d'État. C'est même pire que ça, Arnaud. Vous n'ignorez pas qu'en réalité, il y a une polémique là-dessus où on entend maintenant dire que de la part de l'État central et de la part du gouvernement, qu'en réalité, les pharmaciens n'avaient pas bien compris et qu'ils avaient toujours eu le droit de les vendre, ces masques, alors qu'en réalité, on leur avait donné... Le problème, c'est qu'ils ne les avaient pas en plus. Hein. Oui, c'est Pascal, ça. Mais on se fout du monde, là. On se fout du monde. Non, je précisais juste, effectivement, que c'est aberrant. Ils n'avaient pas les masques. Encore une aberration des pharmaciens qui, pendant 1 mois, ont été soi-disant tenus... totalement à l'écart de ce qui les concernait le plus, c'est-à-dire la vente des masques. Alors ils ne savaient pas s'ils avaient le droit ou pas. Bon, effectivement, encore une de ces dissimulations, un de ces mensonges qu'on ne peut pas aujourd'hui passer sous silence, qu'on ne peut pas légitimer. Et quand je le disais, Patrick Mignon a raison de rappeler que certes, il y a une administration qui bloque, il y a un système qui est manifestement grippé et qu'il faut essayer de revoir en profondeur, mais au-delà de ça, il n'y a pas de ligne politique, il n'y a pas de courage politique, et ça nous a manqué cruellement pendant cette crise. Et c'est de la manipulation, hein, Pascal. Ouais. C'est de la manipulation. Oui. Au-delà du mensonge et de la dissimulation, c'est de la manipulation pour moi.
Allez, on va se retrouver dans un instant avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On parlait donc de ce retour à l'école. Est-ce qu'au final, vous pensez qu'il y a, est-ce qu'on va savoir combien d'enfants sont réellement retournés à l'école? Difficile de dire. Pour l'instant, le seul indicateur qui soit peut-être à mettre au crédit de Jean-Michel Blanquer, et encore je parle vraiment avec précaution, c'est le nombre de communes et d'écoles qui sont réouvertes. Donc oui, on a annoncé, entre l'ouverture et les enfants qui vont y aller, on va voir. De toute façon, c'est aujourd'hui l'ouverture, mais a priori, si l'on en croit, en tout cas, le sentiment collectif qui se propage, le nombre d'enfants retournant à l'école sera peut-être de l'ordre de 10-15%. Ça sera vraisemblablement le maximum qu'on puisse atteindre. Ouais. Les uns les autres. Pierre Jouvet, moi j'ai 25 gamins, je vous donne précisément. J'ai 2 écoles publiques. Dans les 2 écoles publiques, j'ai 300 élèves au total. J'ai 25 gamins dans les 2 écoles sur les 300. Voilà. Voilà. Oui, je pense qu'on sera dans une proportion d'à peu près 10 à 15%. C'est ce qui ressort effectivement de moi des échos que j'ai aussi localement ici, des collèges et des écoles. Et je pense que cette moyenne-là, elle doit se retrouver un peu dans toute la France. Oui, certainement. Donc on aura on verra effectivement comment les parents ont réagi et si les enfants retournent à l'école. De toute façon, Valérie, ça va rester comme ça jusqu'au 2 juin. Ça va rester comme ça jusqu'à ce que le chômage partiel soit continué. Et du moment où le chômage partiel va s'arrêter, on va avoir une reprise qui, de toute façon, va aller de plus en plus grande. Et puis il y a des parents qui attendent également de voir la situation sanitaire, c'est-à-dire est-ce que le virus va reprendre ou pas. Je pense que c'est l'une des conditions, enfin autour de moi c'est ce que j'entends, c'est-à-dire des parents qui ne sont pas rassurés et qui se disent on va attendre de voir s'il y a une reprise ou non du virus. Donc vous parliez de la fin du chômage partiel, effectivement il va falloir retourner travailler. On a vu que les Français n'avaient pas très envie, je ne sais pas s'ils se sont adaptés au télétravail, mais en tout cas il y a un plan de relance qui doit être proposé à la rentrée par Bruno Le Maire, et cette petite musique qui dit qu'il va falloir travailler plus, Pascal Bataille. Alors oui, c'est la petite musique qu'on entend, et là aussi elle est pas assumée. Encore une chose qui effectivement est lancée comme ça, quand même, des petits ballons d'essai, puis on voit comment ça réagit, etc. Je pense que là-dessus, évidemment, il faut arrêter d'être dogmatique, parce que je pense que si cette crise doit nous apprendre quelque chose, c'est d'essayer de fonctionner avec des boîtes à outils astucieuses, d'être adaptable et de retrouver de la flexibilité, et pas de continuer d'être dans des carcans de doctrine. Donc travailler plus, en soi, ça me semble une aberration de demander aux Français de travailler plus. Pourquoi ? Parce que c'est pas les Français qui sont responsables de cette crise. Ils sont pas partis en vacances. On les a empêchés de travailler. Donc voilà. Bon, d'un autre côté, évidemment, il faut relancer. On est dans une crise de la demande, donc il faut relancer l'économie. Il faut soutenir les entreprises, bien évidemment. Donc il va falloir trouver de l'argent. Mais c'est pas aux Français de payer le prix en détricotant complètement la loi du travail, le code du travail, etc. Donc on leur demande des petits efforts ponctuels. Pourquoi pas ? Il y a un économiste qui a suggéré que renoncer à 5 jours de congés payés cette année, ça représenterait à peu près 44 milliards d'euros, soit le coût du travail partiel selon Muriel Pénicaud. Bon, pourquoi pas ? Peut-être qu'on peut expliquer, on peut demander aux gens s'ils sont d'accord pour faire ces efforts-là, pour contribuer. Mais enfin, on sait où on peut aller chercher l'argent. Il y a quand même des cadeaux fiscaux terribles qui ont été faits au début de ce quinquennat, sur lesquels on peut revenir à la suppression de l'ISF, la flat tax, etc. On sait qu'on peut demander, Monsieur Macron nous a dit qu'on était en guerre. Eh bien, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on est allé demander de l'argent aux grandes fortunes, et elles ont contribué à l'effort national de façon considérable, et elles ont permis à la France, entre autres, avec l'effort de tous les Français derrière, permis à la France de se redresser. Pourquoi on ne va pas demander de l'argent ponctuellement ou moins ponctuellement? Moi, je suis plutôt favorable à la suppression de l'ISF de toute façon, et de la flat tax, mais en tout cas ponctuellement, demander de l'argent à ces grandes fortunes pour aider à cette relance de l'économie et de la demande. Mais c'est pas aux travailleurs français de payer un peu plus encore le coût de la crise du coronavirus, me semble-t-il. Surtout sur cette histoire de travailler Patrick plus. Mignon.
Valérie, c'est que encore faut-il qu'en face, il y ait de la demande. Mais bien sûr. Augmenter l'offre, c'est super. Moi, je veux bien, je vous assure, Valérie, je veux tout à fait bien me remettre au simulateur et repartir en vol demain. Là, il n'y a aucun problème. Je quitte la retraite et je serais ravi de le faire. Sauf que, vous le savez bien, 90% des avions sont au sol et il n'y a pas de passagers à mettre dedans. Donc, c'est ça le gros problème. Alors, voilà. Sur le ton de la plaisanterie, encore une fois, même si je retourne travailler et que j'apporte ma force de travail volontairement, il n'y a rien en face. Il n'y a pas, oui, c'est ça. Et on a vu que, je crois, Air France va licencier. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être obligées de licencier. Oui, et puis, une fois encore, c'est à qui on va demander de travailler plus. Parce que là encore, qu'est-ce qu'on a vu pendant 2 mois et qu'est-ce qu'on va voir dans le mois qui vient et ou même jusqu'à la fin du mois de juillet? On voit 2 types de population. On voit la population française qui peut télétravailler, qui va rester en télétravail, qui est amenée encore à rester en télétravail, et on voit ceux qui sont sur les outils de production, qui sont à la caisse, qui sont infirmières, infirmiers, etc. Ceux qu'on a appelés les premières lignes. Donc en fait, on va demander à ceux qui ont déjà été en première ligne, qui ont tenu le pays sur le terrain à bout de bras, de travailler plus. Parce que le télétravail, on peut vous demander de travailler 40 heures par semaine. C'est pas ça, et on sait très bien d'ailleurs dans le rapport des entreprises, c'est pas ça qui, va faire gagner ni de l'argent, puisque si en face on n'a pas de demande, c'est pas ça qui va faire gagner de l'argent. Et deuxièmement, c'est pas ça qui va rentrer dans les caisses de l'État et qui va donc supprimer la dette qu'on a constituée. Donc c'est un faux débat, la question de travailler plus. On balance en fait un sujet pour culpabiliser encore une fois les Français en leur disant la situation n'est pas de votre faute, mais en fait elle est quand même un peu de votre faute parce que vous comprenez, on vous a payé du chômage partiel, donc maintenant c'est à vous de redresser le pays. Mais moi je suis d'accord avec ce que disait Pascal tout à l'heure. Regardez ce qu'ont fait les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une taxation extraordinaire sur les très hauts patrimoines des Allemands. C'est ce qui leur a permis de reparticiper, à l'effort de guerre, deuxièmement, de redresser leur économie dans une crise mondiale qui était une guerre, et qui les ont mis sur les rails de l'économie dans laquelle ils sont construits aujourd'hui. Donc je pense qu'on doit amener des leviers qui ne sont pas, ceux de la culpabilisation, deuxièmement, de dire travailler plus, mais pourquoi faire? Travailler plus pour gagner plus, travailler plus pour... Mais comment est-ce qu'on paye tout ça? Je crois que ça reste pour l'instant du dogme. Donc, on doit Arnaud Benedetti. Écoutez, il y a manifestement il y a des ballons d'essai qui sont lancés par actuellement l'exécutif, par le Premier ministre et le ministre de l'économie pour essayer de faire accepter cette solution qui, à mon sens, ne sera pas acceptée par le corps social. Parce qu'en fait, il y a 2 choses qui sont importantes. Je pense qu'en effet, l'exemple de la reconstruction après la guerre est tout à fait intéressant et révélateur. Mais si vous voulez, ce qu'on a vu au cours de cette crise, c'est que c'est cette France de la production qui avait été un peu méprisée par quand même le logiciel macronien qui a permis au pays de tenir, notamment sur la question alimentaire. Et donc, c'est à cette France de la production à qui l'on va demander des efforts alors qu'on n'a pas été capable de la protéger et qu'on a enfermé aussi d'une certaine manière. Donc, si vous voulez, c'est la double peine que l'on propose aux Français. Et cette double peine, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la société française soit en mesure de l'accepter. Absolument. Merci à tous les 4. Merci aux auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. Nous, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.